édition, la situation de la maladie à virus Ebola au Niger était au centre d'un point de presse animé ce matin par le ministre de la Santé publique. « 187e sur 187 pays, c'est le triste rang du Niger dans le dernier classement de l'indice de développement humain publié par le PNUD. Malgré le dernier rang qu'occupe le Niger, certaines avancées significatives ont été enregistrées dans plusieurs domaines. Et puis la fondation Gourou Vie Meilleure de la première dame Aïssata Issoufou a procédé ce matin à une remise de dons d'un groupe électrogène à la maternité Isaka Gazobi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la télévision Dunia. Comme je le disais dans les titres, le ministre de la Santé a animé ce matin un point de presse à son ministère. Un point de presse donc relatif à l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Niger. Nous revenons donc sur cet élément en partie magazine de ce journal-là. Suite toujours de ce journal, la cérémonie de remise de dons d'un groupe électrogène à la maternité Isaka Gazobi de Niamey par la fondation Gourou Vie Meilleure de la première dame Aïssata Issoufou, une fondation qui œuvre pour la santé, l'éducation et un meilleur environnement de la population. Le compte rendu de Al-Mokhtar Kene et Moukela Tidjani. Fidèle à sa tradition, la fondation Gourou Vie Meilleure de la première dame Aïssata Issoufou a une fois de plus pensé aux malades accompagnantes, la mère et l'enfant à travers un don de groupe électrogène de 150 kVA d'une valeur estimée à près de 25 millions de francs CFA. Occasion saisie par le président du conseil d'administration de la maternité Isaka Gazobi de saluer le geste combien noble. Votre geste, qui n'est pas le premier du genre, nous va droit au cœur et nous rassure qu'il y a des hautes personnalités dans ce pays qui sont à l'écoute de nos sollicitations pour offrir une vie meilleure aux femmes et aux enfants du Niger. Surtout ceux qui touchent leur santé, leur éducation et leur environnement. En l'espèce, Gourou Vie Meilleure contribue non seulement à une vie meilleure pour les usagers de la maternité Isaka Gazobi, mais également des meilleures conditions de travail pour le personnel. Après le côté protocolaire, ce fut la cérémonie de réception du groupe par le ministre de la Santé publique qui à son tour l'a remis au directeur général de la maternité Isaka Gazobi. La fondation Gourou Vie Meilleure a répondu à un cri d'alarme de la maternité. Donc la fondation sera toujours au chevet des Nigériens et Nigériennes qui feront appel à elle dans la limite de ses capacités. Aujourd'hui, c'est un plaisir, un réel plaisir pour la fondation d'avoir pu répondre vraiment à la requête de la maternité. Et c'est d'autant plus un plaisir pour nous que ça permet de sauver des vies. En remettant ces dons, Excellence Madame la Première Dame, votre fondation Gourou Vie Meilleure vient aider toutes les femmes nigériennes. Au-delà de celles qui sont à Niamey, c'est parce que la maternité Isaka Gazobi est une maternité qui fait des services, qui fait des interventions à l'endroit de toutes les femmes nigériennes. Le directeur général de la dite maternité n'a pas manqué de souligner sa satisfaction. Le groupe que nous venons de recevoir fait à lui seul plus de 25 millions. Madame la Première Dame, sachez que c'est à peu près 600 femmes accouchées, malades ou accompagnantes qui sont en permanence au niveau de la maternité. Sachez très bien que ces femmes-là, lors de coupures, vont profiter du bienfait de l'électricité que va générer le groupe électrogène que vous nous remettez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en permanence, au niveau du service de néonatologie, dont parlait le PCA, héberge en permanence au moins 40 nouveau-nés. Ces nouveau-nés-là seront
chauffés, réchauffés par les tables chauffantes qui sont là. Donc l'électricité ne va pas leur manquer, mais aussi par les couveuses qui travaillent essentiellement avec l'électricité. Madame la Première Dame, vous êtes en train de nous aider à mener à bien notre mission. Vous êtes en train de contribuer à réduire d'une manière significative la mortalité maternelle au Niger. Vous êtes en train de contribuer d'une manière significative à réduire la mortalité néonatale au Niger à travers ce geste-là, combien louable. Ce groupe électrogène va sans nul doute améliorer qualitativement et quantitativement les services de la maternité Isaka Gazobi au grand bonheur de ses patients. 187 sur 187 pays, c'est le triste rang du Niger dans le dernier classement de l'indice de développement humain IDH, publié annuellement par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Malgré le dernier rang qu'occupe le Niger dans ce classement 2014, certaines avancées significatives ont été enregistrées dans plusieurs domaines. D'autres précisions dans ce dossier signé Rachid Altine. Selon Wikipédia, l'indice de développement humain IDH est un indice statistique composite créé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en 1990 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde. L'IDH se fonde ainsi sur 3 critères majeurs: l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Lors d'un point de presse, le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, a d'abord éclairé le public sur cette enquête du développement humain au Niger et de préciser que malgré ce classement, le Niger a connu de nettes progressions dans divers domaines. Certes, l'indice de développement humain au Niger est structurellement plus faible que tous les pays depuis 1980. Mais depuis 1980, il est en progression constante. Ce qui montre bien que malgré le fait que nous n'arrivons pas à avoir le classement souhaité, les progrès au Niger sont extrêmement importants. Ils ont été surtout particulièrement importants depuis les 3 dernières années, entre 2011 et 2013, pour lesquels ces progrès ont été particulièrement remarquables. Je peux vous indiquer que l'accroissement que nous avons connu dans le cadre donc, de cet indice de développement se situe autour de 76% si on le mesure par rapport à son niveau de 1980. Si l'on prend les progrès qui ont été réalisés entre 2000 et 2013, pratiquement nous avons fait des progrès qui représentent près de 95% d'augmentation. Mais la question de fond, c'est un moment pour nous d'interrogation. Ce résultat, il est important que nous tirions les conséquences pour que ceci puisse servir d'aiguillon pour avancer dans notre programme de développement économique. L'IDH a été développé en 1990 par l'économiste indien Amartya Sen et l'économiste pakistanais Mahaboub ul Haq. Pour Sen comme pour le PNUD, le développement est plutôt en dernière analyse un processus d'élargissement du choix des gens qu'une simple augmentation du revenu national. D'ailleurs, le représentant du PNUD au Niger explique. Je voudrais vraiment insister sur le fait que le ministre d'État a rappelé qu'il ne faut pas se focaliser sur un rang. Quelqu'un qui vient de loin et qui fait de grands progrès, et les autres groupes aussi font des progrès, le rattrapage est plus lent que de pouvoir juste dire... Et du reste, d'ailleurs, si on le considère, les pays qui sont à indice de développement humain très élevé, on constate que le taux de progrès se réduit de plus en plus. Parce que le taux de progrès à la marge, vous n'avez plus de capacité de progression très élevée. Le deuxième point, juste pour terminer sur ça, sur lequel vraiment je voudrais insister, et le ministre d'État l'a rappelé, c'est vraiment les résultats tangibles que le Niger a obtenus du point de vue de l'évolution de l'indice. Mais comme c'est un indice composite, pour peu que vous ayez 1 ou 2 paramètres qui ont des incidences importantes,
ça peut obérer ou annihiler même les autres paramètres. Et c'est comme ça qu'il faut le lire. Et chaque fois que ce classement est sorti depuis 20 ans... Massoudou Assoumi, ministre de l'Intérieur, lors d'un débat sur la télévision nationale, a donné des explications larges et pertinentes sur le pourquoi du classement du Niger. D'abord, si on regarde l'indice de développement humain, il y a plusieurs composantes. Il y a d'abord l'espérance de vie à la naissance. Là, nos chiffres sont très bons. Je vous donne simplement les chiffres par pays, les pays qui sont proches de nous du point de vue de cet indice-là. Vous avez le Mali où l'espérance de vie est de 55 ans. Vous avez la Guinée-Bissau où l'espérance de vie est de 54,3 ans. Vous avez le Mozambique où l'espérance de vie, je parle de 2013, est de 50,3. La Guinée-Conakry, 56,1. Le Burundi, 54,1. Le Burkina Faso, 56,3. L'Érythrée, 62,9. La Sierra Leone, 45,6. Le Tchad, 51,2. La République centrafricaine, 50,2. Et le Congo, la République démocratique du Congo, 50. Le Niger est à 58,4. Il y a une progression au niveau de... Non, c'est-à-dire que nous sommes nettement au-dessus. Non, pas seulement avant la progression, c'est que du point de vue de l'espérance de vie à la naissance, aujourd'hui, le Niger est au-delà de tous ces pays-là, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, de la Sierra Leone, du Tchad, de tous ces pays-là, et nettement. C'est-à-dire que là, nous sommes loin d'être derniers, et nous sommes partis de loin. Parce qu'en 1980, la première fois qu'on publiait ces chiffres-là, on était à 39,4. Nous avons exactement progressé de 1980 à 2013 de 19 ans. Un Nigérien a gagné 19 ans. Aujourd'hui, un Nigérien vit plus longtemps, en moyenne, qu'un Malien, qu'un Burkinabé, qu'un Burundais, qu'un Guinéen, qu'un Guinée-Bissau, qu'un Tchadien, qu'un Sierra Leonais, etc. Je pense que ce chiffre exprime la qualité de vie. Le fait de dire que dans ce pays-là, on vit plus longtemps que dans un tel autre pays, ça veut dire que du point de vue de cet indicateur-là, qui est un indicateur essentiel, le Niger est bien plus avancé. Ensuite, maintenant, il y a un autre indicateur qui, lui, est important. Et vous verrez, et c'est là, cet indicateur nous plombe de manière considérable. C'est ce qu'ils appellent la durée moyenne, la durée attendue de scolarisation. La durée attendue, c'est-à-dire que c'est le temps que met un Nigérien en moyenne. Si on prend toute la population du Niger, on divise par le nombre de gens qui ont été à l'école pendant un certain temps. Hein? Donc, c'est ça la durée moyenne de scolarisation attendue. Cette durée-là, donc, intègre le fait qu'il y a plus de gens qui sont restés à l'école pendant longtemps. C'est ça que ça veut dire. Donc, je vous donne les chiffres des différents pays. Vous avez le Mali qui est à 8,6. Je donne les pays qui sont plus proches de nous. La Guinée-Bissau qui est à 9 ans. La Guinée-Conakry qui est à 8,7. Le Burundi à 10,1. Le Burkina Faso à 7,5. La Sierra Leone, les pays qui étaient à 45 ans de l'espérance de vie, mais là, ils sont à 7,5. Le Tchad à 7,4. La République centrafricaine à 7,2. La République démocratique du Congo à 9,7 années. Nous, on est à 5,4 ans. Ils sont loin devant nous par rapport à cet indicateur de durée moyenne attendue. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous, on est parti de très bas. À l'indépendance, le taux de scolarisation au Niger était de 3%. Par contre, par exemple, des pays comme le Mali étaient déjà autour de 50% à l'indépendance. Des pays comme la Sierra Leone, là, que vous voyez, qui ont été en guerre, puisqu'on nous rappelle toujours ces pays qui étaient en guerre, ou le Libéria, ils étaient autour de 60%, au-delà de 60%. Le Bénin, le Sénégal, qui ont le meilleur indicateur aujourd'hui dans l'UEMOA, le Sénégal, le Bénin et le Togo, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils étaient déjà très scolarisés. Rappelez-vous que c'était les Béninois qui enseignaient au Niger. C'était des pays qui étaient largement à l'indépendance en 1960, au-dessus de 60-70% de taux de scolarisation. Nous, on était à 3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré les progrès que nous avons faits depuis toutes ces dernières années en matière de taux de scolarisation, il y a des générations entières qui n'ont pas été à l'école. Je prends même ma génération. Ma génération, la génération avant moi, les générations juste qui viennent après nous, qui sont là, qui sont sur un stock important, pour 95%, ces générations-là n'étaient pas à l'école, ou bien pour 90%. Et elles sont là, elles vivent, et ça, on les met dedans, dans le calcul. Donc, pour que nous atteignions les chiffres de 9 et autres des pays comme le Mali, le Burkina et autres, ou le Sénégal de 9 et quelques, de 9 années,
il faut nécessairement un changement générationnel. Il faut que la génération actuelle, qui a un taux de scolarisation de près de 80%, soit largement majoritaire et que les générations qui suivent pour que nous atteignions ces chiffres-là. Le Niger ne baissera pas les bras. Lors de son intervention au cours de la réunion du Conseil national du PNDS, réunion consacrée au bilan du programme de la Renaissance, le président du parti, Mohamed Bazoum, n'est pas passé par 4 chemins pour dire que la 7e République ne se voilera pas la face. Depuis 3 ans que nous sommes au pouvoir et en vous référant au texte publié par le PNUD, vous vous rendez compte des avancées significatives qui ont été notées pendant ces 2 années. Même donc, en dépit de cette avancée, la situation de notre pays s'est considérablement dans le domaine de l'espérance de vie, de la baisse de la mortalité infantile, de la lutte contre la faim, des investissements, de la croissance du PIB. En dépit donc de ces évolutions, force est de reconnaître que dans d'autres domaines, notre situation est loin d'être réjouissante. Ainsi est-il de la prévalence de l'analphabétisme. Avec près de 80% d'analphabètes, il n'y a pas de doute que nous battons un record. Du président de la République de regarder la réalité en face et de l'aborder de façon à affronter les problèmes en vue de les résoudre effectivement. Nous n'avons pas voulu, comme eux, nier la fièvre en brisant le thermomètre. Infamante dans le classement du PNUD, ce sera assurément, incontestablement, grâce à ce qu'aura fait le président Issoufou Mahamadou, et ce sera au prix d'efforts importants, commandant notamment de profonds changements de mentalité. Et nous aurons les résultats qui s'exprimeront à travers les rapports qui seront faits par le PNUD, les années où les effets de notre politique vertueuse dans toutes les matières que je viens d'indiquer se seront fait sentir. Nous ne serons pas comme eux à nier la réalité et à ne rien entreprendre par conséquent pour y remédier. Parce que lorsque on fait un bon diagnostic, on a de bonnes chances d'administrer une bonne thérapie. Le développement passe par la force de la jeunesse, la vitalité intellectuelle et la créativité. Le Niger est sur la bonne voie, n'est-ce pas, les jeunes filles de Tiro? Voilà, merci Rachida Altiné pour toutes ces précisions. Poursuivons ce journal avec donc les assises des travaux du comité central du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya qui ont pris fin cet après-midi au palais des congrès de Niamey. C'était donc en présence de nos reporters Ima Sebou et Sambozamou. Et voici leur compte rendu. Après 2 jours d'intenses travaux, les assises du comité central du PNDS Tareya ayant regroupé les différentes délégations venues de l'ensemble des régions du pays et de la sous-région ont pris fin.
À l'issue des échanges fructueux entre les délégations, les travaux de ce comité se sont clos par l'adoption de plusieurs motions, recommandations et résolutions. Considérant les promesses électorales contenues dans le programme de la Renaissance, programme sur la base duquel les électeurs ont accordé leur confiance au PNDS Taraya, à son candidat aux élections présidentielles, le camarade Issoufou Mahamadou, et à ses candidats aux élections législatives, considérant les résultats remarquables obtenus en 3 ans dans la mise en œuvre du programme de Renaissance dans tous ses volets, tels qu'ils ressortent des rapports de terrain établis par nos structures communales et exposés au comité central. Le comité central du PNDS Taraya, réuni en session ordinaire à Niamey les 10 et 11 août 2014, se félicite des résultats obtenus à ce jour. Encourage et soutient le président de la République et le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du programme de Renaissance. Encourage le président de la République à poursuivre ses efforts de rassemblement de tous les Nigériens et de toutes les Nigériennes autour de la construction du pays. Fête à Niamey le 11 août 2014, le comité central. Dans son discours de clôture, le président du comité exécutif national du PNDS Taraya a remercié tous les participants pour leur attention et leur assiduité lors de ces assises. Bazoum Mohamed a par la suite salué la qualité des travaux avant de s'attarder sur le fichier électoral biométrique, incitant tous les camarades à y adhérer massivement lors des recensements. Vous rappelez l'importance que nous attachons à votre mobilisation en vue de faire en sorte que les militants de notre parti s'inscrivent massivement lorsque les agendas de passage, lorsque l'agenda de passage des équipes du comité national chargé du fichier électoral biométrique vont déterminer leur passage justement dans vos localités respectives. J'ai insisté en vous disant, et je réitère mon propos, que dans le cadre de l'organisation des élections sur la base d'un fichier électoral biométrique, l'enjeu, ce n'est pas tant le jour du vote et la façon dont nos militants se comporteront, mais l'enjeu, c'est déjà au niveau de l'enregistrement. Les arrangements que nous avons pu connaître dans le cadre des fichiers antérieurs, qui consistent notamment à faire en sorte qu'on inscrive une personne même lorsqu'elle n'est pas présente, ou qu'on fasse voter une personne même lorsque son nom ne figure pas, parce que tout simplement, il ne lui était pas exigé de présenter à toutes les occasions un document attestant qu'il s'agit de la personne porteuse de la carte qu'elle présente pour voter. Ce genre d'arrangements n'auront plus cours dans le cadre de l'organisation de vote sur la base d'un fichier biométrique. C'est sur une note de satisfaction générale que ces assises du comité central du PNDS Taraya ont pris fin. Lors de ces travaux, plusieurs questions d'intérêt général pour le parti ont été débattues. Politique toujours, où le bureau politique national du parti, le Rassemblement des démocrates nigériens pour le changement RDNC Bill Adam a rendu public cet après-midi une déclaration au siège du parti. Celle-ci est relative à la situation socio-politique du pays, mais aussi de la situation au plan international. La teneur de cette déclaration avec Dr Boubacar Chambiano, il est le secrétaire général du parti RDNC Bilad. Au moment où la gouvernance de notre pays, sous l'égide éclair de son Excellence Mahamadou Issouf, président de la République, chef de l'État, enregistre des performances incontestables sur le plan économique et social, au moment où la présence et la voix du Niger s'affirment manifestement sur le plan international, l'heure ne saurait être aux querelles politiciennes aussi futiles qu'improductives. C'est pourquoi Bill Adam réitère son appel en direction de toutes les forces politiques actives afin qu'elles placent l'intérêt du Niger au-dessus de tout. Les militantes et militants de Bill Adam
à l'instar de leurs compatriotes, ont été profondément affectés par le dernier classement du Niger dans l'indice du développement humain du PNUD. Le rang peu honorable qu'occupe notre pays, ce en dépit des bonnes performances incontestées du gouvernement de la 7e République, interpelle l'ensemble de la classe politique qui, depuis la conférence nationale souveraine, partage la responsabilité de la gestion des affaires publiques. Tout en réaffirmant l'appartenance de Bill Adam à l'ARC et à la majorité présidentielle, le bureau politique national du parti salue les réalisations concrètes du gouvernement en matière d'investissement structurant, d'infrastructures urbaines et rurales, de construction d'écoles, de centres de santé et de voies de communication. L'affaire dite des bébés importés préoccupe tout particulièrement Bill Adam. Tout en s'élevant contre toute forme d'atteinte au droit à la personne humaine, notamment ceux des enfants, le bureau politique de Bill Adam n'en demeure pas moins perplexe quant aux conséquences de cette affaire sur l'avenir de ses enfants. Sur le plan sécuritaire, le bureau politique de Bill Adam fait le constat de la recrudescence des attaques terroristes dans notre sous-région, situation qui préoccupe la paix et la sécurité de notre pays. À cet égard, il apporte tout un soutien aux actions entreprises par son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour renforcer, avec le concours des pays amis, la capacité de défense de notre territoire et la protection de nos vies et biens. Bill Adam condamne sans réserve de tels actes en tant que crimes contre l'humanité. Tout comme il condamne le massacre des Palestiniens de la bande de Gaza par le gouvernement sioniste israélien. Une situation que la communauté internationale se doit de régler cette fois autrement que par la voie injuste de l'impunité pour Israël. Sur tout un autre plan, l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola, qui tend à s'étendre aux pays de la sous-région, préoccupe nos populations. À cet égard, Bill Adam lance un appel pressant au gouvernement afin qu'il s'attelle à prendre toutes les mesures préventives d'urgence qui s'imposent. Autre aspect de ce journal, la fin de la tournée de suivi d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale au titre de la région de Niamey, entamée par la ministre de la Population. Cette mission a pris fin avec l'étape de Soudouré, c'est donc dans la commune Niamey 1. Le compte-rendu de Isidore Banaba et Jamil Oumar. L'étape de Soudouré dans le premier arrondissement communal de Niamey a constitué la dernière étape de la tournée de suivi et d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale au titre de la région de Niamey, entamée par la ministre de la Population. Une visite qui a permis à la ministre de prendre la température de la situation agricole, des difficultés du monde paysan et surtout évaluer le manque céréalier à gagner. Au terme de cette tournée, on retiendra. Concernant l'objectif, par rapport à la saison pluvieuse, nous avons 8 villages qui ont été cernés pour la commune urbaine 1. Qui sont ces 8 villages? Nous les avons aussi. Maintenant, nous demandons aux techniciens de nous estimer le manque à gagner et de faire en sorte que le niébé qui a été dégagé pour eux, que rapidement ils rentrent en possession de ce niébé-là et qu'ils puissent le mettre en terre. L'étape de Soudouré a également permis à la ministre de la Population de prêter une oreille attentive aux sollicitudes des femmes de ce village. La ministre de la Population et les cadres centraux des 5 arrondissements communaux se retrouveront demain 12 août pour une synthèse globale de la situation de la campagne agro-silvopastorale. Et puis le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho tient depuis ce matin un atelier de formation à l'intention des encadreurs au centre Amira Sultan de Niamey. Objectif, former les encadreurs afin de mieux encadrer les futurs pèlerins au Hajj 2014. Retrouvons Ima Sebou, cette fois-ci il est avec Ibrahim Ide. Cet atelier, initié par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, s'inscrit dans le cadre de la formation des encadreurs et vise à renforcer leurs capacités. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le haut-commissaire a exhorté les participants à être assidus aux séances de formation afin de profiter de cette formation
pour mieux encadrer les futurs pèlerins. Le Hajj, plus que tout autre voyage, doit être bien préparé et surtout bien encadré. D'où l'importance que nous devons accorder aux encadreurs. Et l'importance se manifeste pour nous à travers les formations que nous leur dispensions, pour les préparer à faire face aux attentes multiples des pèlerins et aux sollicitations multiples du Hajj lui-même. Vous avez choisi librement de vous consacrer à une mission difficile, celle d'aider nos frères, sœurs, dans l'accomplissement de ce qui est un acte important de leur vie, c'est-à-dire le Hajj. De les aider à assouvir et à compléter leur culte et leur abnégation envers leur Seigneur. C'est un mérite déjà d'avoir choisi cette mission. Mais ce sera encore un mérite plus grand si vous réussissez cette mission. Mais je dis encore que c'est une mission difficile. Car le Hajj est très complexe. Le Hajj comporte beaucoup d'impondérables et vous allez à gérer des personnes qui quittent un milieu pour atterrir dans un autre milieu dans des conditions totalement différentes des milieux qu'ils connaissaient. Mais je sais que pour avoir choisi, pour avoir consciemment choisi, vous vous préparez sereinement à accomplir cette mission et que Dieu vous assiste. Pour l'un des formateurs, cette initiative du COO est salutaire car elle permet aux pèlerins de bien réussir leur Hajj. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah a initié, c'est clair que ce n'est pas la première formation, cette formation une fois encore afin de faire en sorte que nos encadreurs soient suffisamment outillés pour être à la hauteur de la mission qui est la leur, digne de la confiance à nous placer par les pèlerins nigériens. Je viens de dire que le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie, pour chaque individu et une fois chaque année pour toute la Ummah. C'est ainsi que cette année, c'est environ 12 750 pèlerins nigériens qui ont été choisis à partir du Niger comme ambassadeurs de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour ce voyage ô combien précieux, ô combien honorable qu'est le Hajj, 5e pilier de l'islam. N'oubliez pas que lorsque le Hajj est mabrour, il n'y a d'autre récompense que le paradis. Et le COHO, le commissaire à l'organisation du Hajj et la Umrah, est en train justement de déployer tous les moyens, de fournir tous les efforts, ne ménager aucun effort afin que pour le pèlerin nigérien, ce Hajj soit mabrour. 2 jours durant, ces encadreurs venus de l'ensemble des régions du pays seront formés par des éminents formateurs afin d'aider les futurs pèlerins à effectuer un Hajj mabrour. Parlons du sport dans ce journal où la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a procédé hier après-midi à l'école primaire Yantala 2 au lancement du tournoi du Maracana dénommé Orange Street Foot, comptant donc pour la région de Niamey. Une compétition qui se déroulera dans toutes les 5 communes de la ville de Niamey à compter donc d'hier dimanche 10 août au 23 septembre. Suivez plutôt. Débuté le 7 mai dernier dans la région de Difa, la 2e édition du tournoi du Maracana dénommé Orange Street Foot, organisé par Orange Niger, a sillonné toutes les régions du pays. La région de Niamey, qui a constitué la dernière phase de cette compétition, a accueilli les phases éliminatoires des quarts et demi-finales qui vont se dérouler dans toutes les 5 communes de la ville de Niamey à compter de ce dimanche 10 août jusqu'au 23 septembre. Cet après-midi, nous sommes dans l'école Yantala 2. Donc pour les éliminations, le début des éliminatoires de Niamey. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en juin, nous avons commencé les éliminations dans les régions. Et cette fois-ci, nous sommes à Niamey. Nous allons jouer, les équipes vont s'affronter, donc des équipes de 4 joueurs pendant 20 minutes. Ils vont s'affronter et jusqu'au 20, donc nous allons déterminer donc le gagnant qui va ensuite affronter
le gagnant des régions. Et pour les régions, les éliminations vont se dérouler du 20 au 23. Et à l'issue donc de ces deux affrontements-là, la meilleure équipe va jouer avec le MENA le 6 septembre. Le 6 septembre. Et en plus, cette équipe-là aura le privilège d'accompagner le MENA au Maroc dans le cadre de la CAN 2015. Il faut savoir que Orange Niger est le sponsor officiel de la FENIFOOT. Donc à travers la FENIFOOT, notre équipe nationale, le MENA, nous aimerons faire la promotion un peu comme de ces jeunes qui sont amoureux du ballon rond. Et à la suite, qui sait, vous avez peut-être à côté de moi ou derrière moi des futurs stars du MENA. Cette initiative de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger est à saluer car elle permettra de détecter de jeunes talents amoureux du ballon rond qui un jour certainement pourront défendre les couleurs de notre pays. Lancement également hier après-midi au village SOS de la 5e édition du tournoi de grandes vacances du quartier Dar es Salaam. Un tournoi placé sous le signe de la solidarité. Le compte rendu de Omar Ama et Issa Hassan. Composé de 10 équipes réparties en 2 poules, la 5e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Dar es Salaam est placée sous le signe de la solidarité par les organisateurs qui se réjouissent de la tenue de ce tournoi malgré le peu de moyens. Le tournoi a été confronté à un problème d'appui, c'est tout ça. Chaque année, c'est notre souci premier. Les équipes sont là, les organisateurs sont là, la presse est là pour couvrir. C'est les mêmes staticos, c'est les mêmes sponsors, c'est les mêmes sponsors. Mon appel, c'est que je les exhorte à ne pas hésiter, quoi. Investir dans la jeunesse, vraiment, c'est une bonne chose. La particularité de cette 5e édition est la participation des équipes d'autres quartiers de la capitale, ce qui lui confère un statut du tournoi interquartier. Au départ, c'était uniquement les équipes de Dar es Salaam. Mais ça a pris l'engouement. Vous avez vu, nous avons enregistré vraiment d'autres quartiers comme Terminus, Bobiel, Lazare et Francophonie, qui se sont manifestés et qui accompagnent le TGV de Dar es Salaam. Ça grandit d'année en année et ça, c'est notre objectif. Au-delà de Dar es Salaam, pour nous, c'est l'union de la jeunesse qui est importante. Cette initiative mérite l'accompagnement des bonnes volontés et les autorités car elle permet l'éclosion des jeunes talents qui, à leur tour, un jour défendront les couleurs du Niger. La finale de ce tournoi est prévue pour le 14 septembre prochain. Puis je le disais donc, le ministre de la Santé publique a animé ce matin à son ministère un point de presse relatif donc à la situation de la maladie à virus Ebola au Niger. À ce jour, 4 pays ont été touchés par cette maladie avec un total de 989 décès. Face donc à cette situation, les autorités du Niger ont pris plusieurs mesures afin de prévenir la maladie. Très bonne réception et excellente fin de soirée. Au revoir. Quels sont les pays touchés par l'épidémie de la fièvre hémorragique virale à virus Ebola? Selon les données récentes de l'Organisation mondiale de la santé, du 28 mars au 5 août 2014, 4 pays ont été touchés par la flambée de cette épidémie, à savoir la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. À cette date, le total cumulé des cas et décès notifiés est de 1840, dont malheureusement 989 décès, dont soit un taux de létalité de 54%. Actuellement, en plus des 4 pays, donc 6 cités, je vais parler du Guinée-Conakry, Libéria, Sierra Leone et Nigeria, les Bénin viennent de notifier des cas suspects qui restent à confirmer au laboratoire. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas, comme je l'ai dit tantôt. Il faut noter que le Libéria, la Sierra Leone ont décrété l'état d'urgence sanitaire. La Direction mondiale de l'OMS a considéré la maladie à virus Ebola comme situation d'urgence sanitaire mondiale en santé publique pour pouvoir contenir l'épidémie.
Quelle est la situation au Niger? Aucun cas n'a été enregistré au Niger. Je précise bien qu'aucun cas n'a été enregistré au Niger. Néanmoins, le pays a pris des dispositions en élaborant et en adoptant un plan d'urgence pour la prévention de l'introduction de la maladie. Ce plan a-t-il déjà été mis en œuvre? Donc nous avons un plan d'urgence qui a été élaboré avec l'appui de tous nos partenaires. Et avec tous nos partenaires, c'est suite aux réunions de nos différentes structures et la collaboration de tous que le plan a été élaboré. Il est là, il est disponible. Ce plan est en cours d'exécution grâce aux moyens conséquents mis à la disposition des services de santé par l'État. Le coût du plan d'urgence est de 120 millions. Certains vont dire que c'est au cours du collectif que nous aurons l'argent. Nous avons eu l'autorisation depuis le 8 juillet 2014 de mener nos activités liées à ce plan de façon par un financement anticipé. C'est vrai que c'est au cours de la session actuelle que le budget va être octroyé, mais nous avons été autorisés à préfinancer nos activités. Donc sur le plan du financement de ce plan d'urgence, nous n'avons pas de contraintes. Quels sont les axes stratégiques de ce plan? Ce plan est axé sur les stratégies suivantes. Le renforcement de la surveillance épidémiologique au point d'entrée, à savoir les aéroports, les postes frontaliers terrestres. Le renforcement des capacités des services de santé et des secteurs impliqués. L'intensification de la communication pour un changement de comportement. Quelles sont les actions entreprises par le ministère de la Santé publique pour prévenir l'introduction de cette maladie au Niger? Les actions suivantes sont en cours. Première action, depuis le 28 mars 2014, lorsque nous avons reçu l'information, je vous ai dit que nous avons tenu notre première réunion du comité de surveillance et de réponse aux épidémies. Nous avons, au cours de cette réunion, pris les décisions suivantes. Renforcer la surveillance épidémiologique au niveau des points d'entrée, les postes frontières terrestres, les gares, les aéroports. Nous avons revitalisé le comité de gestion des épidémies à tous les niveaux. Tous les niveaux, ça suppose les régions, les départements. Nous avons aussi renforcé le contrôle sanitaire de l'importation des animaux sauvages en provenance des zones affectées. L'élaboration d'un plan de contingence contre la maladie, prenant en compte la sensibilisation des populations et la formation du personnel de santé. Donc, il faut bien comprendre qu'à ce niveau, nous avons un plan plus large duquel nous avons extrait le plan d'urgence. Ce plan a 3 étapes, c'est-à-dire avant, pendant et après l'épidémie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Avant, pendant et après l'épidémie. Avant, là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Pendant, et après, c'est de gérer. C'est ça que nous allons mener. C'est la première fois que des cas de fièvre hémorragique à virus Ebola sont rapportés dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Comment les autorités du Niger ont réagi? Action entreprise. Nous avons demandé à l'OMS Niger toute la documentation sur le virus Ebola. À l'endroit de la presse, je dois dire que l'OMS a mis à notre disposition les guides Ebola OMS depuis le 31 mars. Donc ce guide est disponible, vous pouvez l'avoir au niveau de l'OMS. Élaboration des mesures d'urgence à l'attention des agents des postes d'entrée afin d'intensifier le contrôle d'entrée des voyageurs et animaux réservoirs du virus et des fiches d'identification des voyageurs provenant des pays où sévit l'épidémie. Donc partout, nous avons placé des fiches. Toutes les personnes, tous les voyageurs doivent être soumis à l'exercice, c'est-à-dire de remplir ces fiches d'entrée.
Élaboration avec l'appui de l'OMS Niger d'une fiche synthétique sur la connaissance et les mesures préventives de la maladie à virus Ebola. Donc il y a une fiche synthétique qui retrace un peu comment reconnaître, comment identifier, comment savoir que cette personne a la maladie. Donc il y a une fiche synthétique. À l'endroit de toute l'assistance, cette fiche est disponible aussi, que ce soit au ministère de la Santé publique au niveau de l'OMS. Nous avons signé une lettre circulaire à l'endroit de toutes les DRSP, les directions régionales de santé publique, le 3 avril 2014, leur transmettant des instructions sur la dynamisation des comités régionaux de gestion des épidémies, les mesures de prévention collective et individuelle, les guides OMS sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Donc ces guides, ces documentations ont été transmises à toutes les régions. Et aux régions, les régions vont les transmettre, ou les ont transmises plutôt, au niveau des départements. Donc l'information sur les modes de transmission de cette maladie est connue au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau national, au niveau de nos formations sanitaires. Nous avons adressé une correspondance à 9 ministères ayant en charge certaines couches socio-professionnelles susceptibles de servir de voie de contamination, leur transmettant la fiche synthétique sur la connaissance et les mesures préventives de la maladie à virus Ebola. Donc des ministères comme le ministère de l'élevage, de la défense, de l'intérieur, nous avons transmis jusqu'à 9 ministères, nous leur avons écrit en leur transmettant la fiche synthétique de connaissances sur le virus Ebola. Nous avons aussi accordé des interviews dans les communications de la DCRE à certains médias de la place sur le mode de transmission et les mesures préventives individuelles et collectives. Donc nous avons communiqué en langue et en français aussi. Dans les langues nationales, je veux dire, et en français. Et ça, c'est la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies qui l'a fait. Le 5 avril, nous avons eu une rencontre entre les cadres de la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies et l'OMS, au cours de laquelle l'OMS a pris l'engagement de communiquer de façon permanente les documents et les données des pays en épidémie au ministère de la Santé publique. Donc, depuis le 5 avril, nous avons eu cette réunion avec l'OMS qui nous communique régulièrement, j'allais dire journalièrement, toutes les informations liées à l'évolution de cette maladie. Nous avons finalisé et adopté notre plan d'urgence de lutte contre la maladie à virus Ebola le 10 avril 2014. Nous avons les réunions régulières hebdomadaires pour échange d'informations et prise de décision. La mise en place d'un comité ad hoc au sein du Comité national de gestion des épidémies avec pour mission de réfléchir sur les mesures préventives de l'introduction par les voyageurs. Nous avons désigné une équipe dirigée par le professeur Eric comme responsable de l'accueil des malades. Donc, au niveau du ministère de la Santé publique, il y a déjà une équipe au cas où il y a la survenue d'un cas. Et cette équipe est dirigée par le professeur Eric. Formation des agents soignants de l'hôpital national de Niamey par le professeur Eric sur les mesures de protection individuelle. Nous avons pris l'hôpital national de Niamey comme hôpital de référence au cas où il y aurait la survenue des cas. Donc la direction de l'hôpital national de Niamey a été conviée à une réunion au cours de laquelle nous avons signifié cela et ils ont pris des dispositions pour prendre, à travers le professeur Eric, constituer une équipe qui va prendre des cas éventuels. Nous avons organisé une mission de suivi des postes d'entrée de Makalondi et de l'aéroport de Niamey pour voir comment se fait la surveillance. Donc il s'agit de voir comment fonctionnent nos postes frontaliers et au niveau de l'aéroport de Niamey. Nous avons organisé des rencontres avec l'hôpital national de Niamey, avec le staff et certains agents
pour voir, pour tester notre capacité de réaction au cas où il y a la survenue des cas. Donc nous avons eu plusieurs réunions avec le staff de l'hôpital national de Niamey. Nous avons transmis des protocoles de prise en charge à tous les hôpitaux nationaux et les centres hospitaliers régionaux. Identification des sites de prise en charge d'éventuels cas suspects, conjointement avec le ministère de la Santé publique, donc le ministère de la Santé publique, l'OMS et Médecins sans frontières. Lazaret retenu comme site principal. Des sites régionaux seront déterminés en collaboration avec les maires. Pour le cas de Niamey, il ne faut pas créer la panique au niveau des populations de Lazaret. Nous avons identifié un site que nous allons sécuriser parce qu'il se fait que nous avons un certain nombre de terrain là-bas et de facilités. Donc il n'y a pas lieu de dire que s'il y a ceci, cela, que c'est le quartier Lazaret qui sera considéré. C'est loin des habitations, c'est un site que nous avons aménagé au cas où. Les perspectives? Nous avons la mise en œuvre du plan d'urgence pour la prévention de l'introduction de la maladie à virus Ebola, pour le renforcement de la surveillance épidémiologique, le renforcement des services de santé, l'intensification de la communication pour un changement de comportement. Équipement des centres d'isolement, y compris en intrant en médicaments. Équipement des postes d'entrée en matériel laser de détection thermique. Donc, tout cela est prévu et sera mené, Inch'Allah. Quel appel à l'endroit des populations? Il faut se rendre dans les formations sanitaires le plus vite que possible dès l'apparition des premiers signes. Ça, c'est individuel. Il faut qu'on ait cette réaction au niveau individuel, au niveau collectif, de se rendre dans les formations sanitaires le plus vite que possible. Il faut éviter les contacts avec des chauves-souris ou des champs primates infectés ou autres animaux sauvages qui sont des réservoirs pour ces virus. Il faut porter des gants et des vêtements de protection adaptés pour manipuler les animaux malades, pour les abattre ou les incinérer. Il faut bien cuire les produits sang et viande d'animaux avant de les consommer. Il faut éviter les contacts directs et rapprochés avec des sujets infectés, notamment avec leur liquide biologique. Il faut éviter tout contact rapproché avec des patients infectés par les virus Ebola. Il est indispensable de se laver régulièrement les mains après avoir rendu visite à des parents malades à l'hôpital ou après les avoir soignés à domicile. Les personnes mortes de cette infection doivent être enterrées rapidement sans prendre de risques. Donc dans certaines communautés, il y a des traditions d'organisation des funérailles où certaines doivent toucher le corps avant qu'il ne soit enterré. Je pense que ce n'est pas le cas au Niger. Les communautés doivent éviter de manipuler le corps du défunt et les funérailles doivent être supervisées par un agent de santé.